allons sur une actualité à présent majeure, un bouleversement dans notre société, un bouleversement dans un rapport à la vie et à la mort. Et vraiment, c'est un honneur de vous recevoir, Jeanne Amrousse. Vous êtes infirmière en soins palliatifs. Et Marie-Lise Pellissier nous a rejoint également. Vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie. La proposition de loi, et vous ne m'entendrez jamais dire sur l'aide à mourir. Il faut avoir le courage et assumer quand on vote une telle loi. C'est l'euthanasie, c'est le suicide assisté. C'est donc une loi qui vient administrer la mort. On est d'accord. Dans quelle société malade vivons-nous désormais pour que sur une même pièce, sur les deux faces, vous ayez finalement le soin et l'administration de la mort. Je vous propose de regarder cette séquence, de tendre l'oreille, parce que vous allez avoir quasiment une standing ovation au moment du vote à l'Assemblée nationale, qui s'est joué à pas grand-chose, qui s'est joué à effectivement une quarantaine de députés. Mais si vous prenez l'ensemble de l'Assemblée nationale, donc 577 députés, il en manquait beaucoup, ça fait seulement 50,4% des députés qui ont voté. C'est 50,4% formellement adopté par 50,4% des députés. Je vous propose d'écouter cette séquence donc, où Mme Yaël Braun-Pivet annonce ce tournant historique pour notre société. Votant 561, exprimé 532, majorité 267, pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. Et vous entendez donc ces applaudissements. Je me tourne vers vous, Jeanne Amrousse. D'abord, vous, l'infirmière en soins palliatifs, qui luttez tous les jours pour accompagner justement des malades dans leurs derniers instants, qui luttaient pour la vie en quelque sorte, et ensuite accompagner vers la mort. Comment vous avez réagi au moment de ce vote, et peut-être même au moment de ces applaudissements ? On a réagi, j'ai réagi, je pense, tous les soignants et surtout de soins palliatifs avec beaucoup de tristesse et de colère. Tristesse de voir que le choix aujourd'hui que le pays a fait est de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, alors que nous, ce qu'on demande, c'est des moyens pour pouvoir accompagner correctement tous les Français qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui meurt sans avoir accès à des soins palliatifs alors qu'il en a besoin. Aujourd'hui, ça devrait être ça qui nous met debout et qui nous révolte. En tout cas, moi, c'est ça qui me révolte aujourd'hui. Et de la colère de voir que c'est une proposition de loi qui a été faite sans les soignants, qui aujourd'hui sont en première ligne et qui, demain, c'est à nous qu'on va demander de devoir appliquer cette loi. Et c'est vraiment une loi qui a été faite contre nous. On n'a pas été écoutés, nos craintes n'ont pas été écoutées, nos signes d'alerte n'ont pas été écoutés. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de tristesse et de colère. Vous êtes mobilisée également, Marie-Lise Pellissier, porte-parole de la Marche pour la vie. J'ai envie de vous poser la même question. Et hier, au moment du vote, quelle a été votre première réaction ? Je partage les sentiments de tristesse et de colère. C'est une loi qui va autoriser et demander aux soignants de donner la mort. C'est une loi qui, au lieu de protéger les personnes les plus vulnérables, va les pousser à demander la mort faute de soins, d'accompagnement et parfois même de moyens financiers. Et c'est évidemment une loi qui légitime le fait de répondre à la souffrance par la mort. Donc c'est quand même assez dramatique. Les conséquences de cette loi ont été plusieurs fois évoquées sur ce plateau et nous n'avons pas été entendus. Moi, je pense à toutes les personnes, des personnes âgées, des soignants, des jeunes étudiants en médecine qui sont venus me voir tout au long du débat pour me dire merci de se battre pour nous et de porter notre voix. Alors j'ai envie de leur dire qu'on va continuer et que la Marche pour la vie continuera à promouvoir cet accompagnement des personnes fragiles. Bien sûr, il y a quand même, il faut le noter, beaucoup de députés qui ont finalement petit à petit basculé au long du débat. Donc on voit que ça ne sert pas à rien de se battre sur ce sujet-là pour éveiller les consciences, justement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a très rapidement réagi pour se féliciter de cette loi. Lui-même qui avait engagé une sorte de promesse faite en 2022. Quand on fera le bilan d'Emmanuel Macron, on se dira c'est l'une des seules promesses qu'il a tenues. C'est l'une des seules promesses. L'administration de la mort
aura donc été l'une des seules promesses d'Emmanuel Macron tenues. J'avais pris l'engagement d'ouvrir ce chemin avec les Français, avec gravité, avec humilité et dans le plein respect de notre démocratie. Cet engagement est tenu. Le plein respect de notre démocratie aurait été peut-être de demander justement aux Français de répondre à la question. Joachim Le Floch-Imad, c'est le référendum, par exemple. C'est un scandale démocratique quasiment sans précédent, il me semble. On nous explique toute l'année qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, y compris sur des sujets en réalité hyper consensuels comme l'immigration. Et là, alors même qu'on a un président plus fragilisé que jamais, une assemblée divisée, un Sénat qui est hostile, on passe en force sur un texte qui, pour le coup, divise réellement le pays en faisant fi totalement de l'avis des soignants, vous le rappelez à juste titre. Et quant au satisfecit d'Emmanuel Macron, il avait avancé à visage découvert, puisque c'était un des marqueurs de son programme de réélection en 2022. Maintenant, en effet, il est beaucoup plus facile d'aller dans la fuite en avant sur le terrain sociétal que de répondre aux vrais défis régaliens sur lesquels les Français ont des attentes très fortes. Et dernier mot, enfin, il y a quand même eu, je crois, une certaine hypocrisie de LR sur le sujet, puisqu'ils se sont opposés à la loi au Sénat. Mais il faut quand même dire que si LR avait censuré le corps nu, comme certains y étaient d'ailleurs favorables au sein du parti à l'automne dernier, je pense à François Bellamy, il y aurait eu de nouvelles élections législatives avec une nouvelle majorité parlementaire et cette loi n'aurait pas pu être votée. Donc je crois qu'un certain nombre de députés LR auront aussi des comptes à rendre demain devant leurs électeurs. Je vous propose d'écouter Michel Barnier, qui a voté contre, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a voté contre cette loi. Moi, j'ai voté contre ce texte, comme d'ailleurs 240 autres députés de tous les groupes politiques, ce qui prouve bien qu'on n'est pas allé au bout. C'est mon premier regret de la recherche d'un compromis, d'un consensus dans la société française ou à l'Assemblée nationale. On a passé beaucoup de temps sur ce texte, mais on aurait pu en passer plus. D'abord parce que je pense que ce texte, vous l'avez dit, concerne tout le monde, toutes les familles sont concernées par la fin de vie. Et donc probablement c'était un grand sujet pour un référendum. Quand j'étais Premier ministre, j'ai beaucoup écouté, j'ai pris du temps discrètement, sérieusement pour écouter. J'ai pas vu un aide-soignant me dire que donner la mort c'était un soin. Et donner la mort c'est pas un progrès, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui. Et c'est ça qui est très important, Jeanne Amourouz, pour les téléspectateurs, les auditeurs. On a besoin de comprendre comment ça va se passer concrètement. Comment le soignant qui a fait de sa vie un engagement pour soigner. Évidemment, c'est sa boussole de soigner. Comment demain, il va donc administrer la mort? Concrètement, ça se passe comment? Mais ce qui est sûr, c'est que déjà pour nous, comme vous le disiez, comme ça a été beaucoup rappelé, c'est un changement de paradigme qui est énorme. Aucun soignant a choisi le métier, moi, d'infirmière, pour pouvoir donner la mort. C'est pas du tout notre mission. Et puis je rappelle aussi que les soins palliatifs, ils sont nés d'une opposition à l'euthanasie dans les années 80, où il y avait beaucoup d'euthanasie clandestine, à un moment où justement on savait pas bien accompagner la fin de vie, où la seule solution qu'on avait trouvée pour soulager les mourants, c'était de leur donner la mort. Les soins palliatifs, ils sont nés de cette opposition en disant on est révolté de ça et on peut pas se permettre de dire la seule solution qu'on a pour les personnes en fin de vie qui souffrent, c'est de leur donner la mort. Demain, on nous met dans un cadre avec cette loi qui est extrêmement floue. Il y a des critères. On nous a vendu une loi très restrictive, très encadrée. C'est pas vrai. À l'intérieur de ces 5 critères qui effectivement sont cumulatifs, il y a un flou et une subjectivité qui est énorme et qui va être cette subjectivité, elle va être à l'appréciation d'un seul médecin. Qui pourra, alors on nous a parlé de collégialité, mais qui peut demander l'avis d'un autre médecin. C'est le retour du pouvoir médical à plein régime. Là où justement, pareil, les soins palliatifs s'étaient révoltés contre le pouvoir médical en disant les patients ont besoin de dire quelque chose et c'est pas un médecin qui est au-dessus d'un patient. Et là, c'est vraiment le retour du pouvoir médical à plein régime. Il est 9h23. On revient dans quelques instants. Je vais vous proposer d'autres réactions, notamment celle de Dominique Rigné, celle de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui, elle aussi, se félicitait. Et vraiment, à 9h30, je voudrais qu'on essaye de faire le cheminement et vraiment un cas pratique. Une personne qui souhaite mourir. Comment elle va faire demain? Comment elle va aller voir le médecin? Qu'est-ce qui va se passer? Le processus donc pour qu'elle puisse désormais mourir. Voilà la société dans laquelle désormais on est en train d'entrer. 9h24, on revient dans un instant. J'invite les téléspectateurs et les auditeurs à lire cette tribune absolument passionnante de Vincent Trémollet de Villers sur l'euthanasie et le suicide assisté. Vous savez, voté hier
par 291 voix contre 241 et 29 abstentions. Loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, simulacre démocratique et nihilisme d'État, incapable en 10 ans d'améliorer la vie quotidienne des Français. Emmanuel Macron se félicitera certainement d'avoir 45 ans après l'abolition de la peine de mort, rendu à l'État le pouvoir d'abréger l'existence, parce que c'est effectivement une nouvelle société où désormais on pense à administrer la mort. Et j'ai pensé la même chose que Vincent Trémollet-de-Villers. Je me suis dit, mais c'est quand même particulier d'avoir un président qui est contre la peine de mort, mais qui, pour les plus fragiles, ceux qui sont en souffrance, potentiellement, de leur donner le droit de mourir. C'est-à-dire d'accéder à cette mort. Charles Rodwell, député Renaissance. Dans quelques années, nous regarderons en arrière vers ce jour où le Parlement a adopté la proposition de loi légalisant l'aide active à mourir. Et l'histoire donnera raison à tous ceux qui, contre vents et marées, ont refusé d'ouvrir la boîte de Pandore. Voilà quelqu'un de courageux, Charles Rodwell. Je vous propose d'écouter également Dominique Régnier. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. 50,4% des députés ont formellement dit oui à cette loi, qui est pourtant une loi de radicalité. Et ça, on ne peut pas le contester. Alors, c'est une loi qui vous permettra, je donne juste cet exemple, d'être euthanasié, parce qu'on dit aide à mourir. Je récuse le terme. On vous fait mourir. Je suis frappé du fait que depuis le début, on ne dit pas les choses. On ne veut pas les dire. Aide à mourir, non. Ça, ce sont les soins palliatifs qui vous accompagnent. Là, on va administrer une substance létale, une substance mortelle, avec une injection ou bien avec un produit que vous allez absorber vous-même. Mais c'est une euthanasie. C'est pas une aide à mourir. On se fait ou on vous fait mourir. Merci à Dominique Régnier, politologue, de dire les termes, parce qu'il y a aussi, et je me tourne vers vous, Jeanne Amourouz, vous êtes infirmière en soins palliatifs, peut-être quelque chose d'insupportable, rien que dans la sémantique de cette loi, l'aide à mourir. Vous aidez justement ces patients jusqu'au bout de leur vie, jusqu'à la mort, mais vous n'administrez pas la mort, ça n'est pas la même chose. En même temps, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli de dire aide à mourir que euthanasie ou suicide assisté. Et c'est vrai que pour nous, les soignants, c'était insupportable d'entendre ça. Comme l'a dit Dominique Régnier, l'aide à mourir, c'est mon boulot de tous les jours. C'est le boulot de tous les soignants de soins palliatifs, d'aider les gens qui vont mourir. L'euthanasie et le suicide assisté, c'est l'injection létale ou l'ingérence d'une substance létale par le patient lui-même. C'est un acte d'une violence inouïe. Et donc, c'est sûr que les mots sont difficiles, mais parce que la réalité est difficile. C'est donner un pouvoir absolument majeur aux soignants, aux médecins et aussi aux infirmiers, parce qu'on est quand même un des seuls pays au monde qui va donner ce pouvoir-là aux infirmiers. Et c'est un pouvoir dont on ne veut pas. Parce qu'on voit bien dans le quotidien, tous les jours auprès des patients, que ce n'est pas ce dont les patients nous demandent. Les patients ne nous demandent pas à mourir et je crois que personne n'a envie de mourir. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de vivre dans certaines conditions, des personnes qui n'ont pas envie de mourir, qui n'ont pas envie de souffrir, pardon. Et je crois que c'est aussi ça, le cœur du débat, c'est la peur de la souffrance. Et ce qui est normal, je crois que, autour de ce plateau et tous les Français ont très peur de souffrir. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on répond à la peur de la souffrance. Je crois qu'aujourd'hui, la promesse des soins palliatifs, c'est de pouvoir dire à chaque patient, on vous promet qu'on ne vous abandonnera pas, on vous promet qu'on sera là jusqu'au bout avec vous et qu'on fera tout pour vous soulager. Ouais. La promesse d'euthanasie, c'est une promesse inverse qui dit si tu as envie de mourir, on est d'accord et on va même l'organiser. Jeanne Amourouz, c'est avec nous, infirmière en soins palliatifs. Vous êtes en soins palliatifs depuis combien de temps, infirmière ? Je travaille depuis bientôt 6 ans. 6 ans. J'ai commencé à travailler en soins palliatifs. Pourquoi vous avez choisi ça ? J'ai choisi ça parce que j'ai travaillé dans un service de médecine pendant mes stages quand j'étais jeune étudiante. Et j'ai vu que la prise en charge des patients en fin de vie, elle était compliquée, que les soignants n'étaient pas assez formés et qu'on laissait un peu les patients mourants. On ne voulait pas trop regarder parce que c'était difficile. On n'avait pas assez de temps et de moyens. Et j'ai rencontré à ce moment-là une équipe de soins palliatifs et je me suis rendu compte qu'ils avaient énormément de choses à proposer. Et qu'effectivement, on ne pouvait pas guérir les patients, mais qu'en revanche, on avait plein d'autres choses à leur offrir. On ne leur promet pas la guérison, mais en revanche, on leur promet d'avoir une qualité de vie qui va être la mieux possible. Et que dans ce temps de vie qui est difficile, on peut encore vivre des belles choses. Et voilà, c'est ce que j'ai découvert en soins palliatifs et avec cette promesse du non-abandon, cette promesse de l'engagement de tous les soignants, de dire on sera avec vous jusqu'au bout. Et je crois que, en tout cas, moi, c'est la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Et est-ce que après le vote d'une telle loi, Jeanne Amourouz, vous réfléchissez à quitter le service de soins palliatifs ? Est-ce que vous allez trouver toujours un sens
à travailler en soins palliatifs? Cette idée, elle m'a traversée hyper souvent pendant le débat, de me dire mais comment est-ce que, enfin moi et même certains collègues, hein, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à bosser dans ces conditions-là? On nous parle d'une clause de conscience, mais en fait la clause de conscience, c'est pas ça qu'on demande. Moi, je veux pas me retirer au dernier moment et savoir que dans la chambre à côté de celle où je soigne un patient, il y a une euthanasie qui est en train de se passer. C'est vraiment l'abandon maximum. Donc évidemment que ça m'a traversée, mais je crois qu'aujourd'hui, notre posture, c'est de dire on va rester, on va continuer d'accompagner les patients, on va continuer de faire notre boulot, on va continuer d'essayer de diffuser la culture palliative auprès des autres soignants, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Hein. C'est un manque de formation qui est majeur, et de pouvoir continuer de dire aux patients, même si ça va être difficile, on a autre chose à vous proposer, et on ne vous promet pas que ce sera facile, mais on vous promet qu'on ne vous laissera pas tomber. Georges Fenech. Oui, si vous permettez, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dominique Régnier en rappelant qu'en réalité, 50,4% seulement des députés ont dit oui à cette loi. Cette loi, elle est légale, mais je sens comme un parfum d'illégitimité. C'est la loi d'un homme, la volonté d'un homme, à qui les Français ont dit non après la dissolution et qui avait perdu la légitimité du peuple. C'est une loi qui est votée en catimini, en plein été. J'ajoute entre parenthèses, à 2 mois de la venue du pape en France. C'est intéressant de voir s'il y aura des discussions là-dessus, qui fait l'unanimité des religions d'ailleurs contre elle, cette loi. Toutes les religions du livre se sont élevées contre cette loi. Alors moi je crois que ça n'est pas digne de notre pays, ça n'est pas digne de notre démocratie d'imposer en fin de quinquennat comme ça une loi fondamentale qui méritera, et j'en suis certain, de revenir dans le débat. D'ailleurs, l'un des candidats à la présidence de la République, Bruno Retailleau, a déjà annoncé qu'au bout d'1 an, on pourrait envisager un référendum. Ça ne peut passer que par l'expression du peuple, une loi comme celle-ci. Marylis Pellissier est également avec nous, porte-parole de la Marche pour la vie. Marylis, on a besoin concrètement de comprendre quelle est cette bascule dans laquelle nous entrons, où lorsque vous êtes éligible à l'euthanasie, au suicide assisté, eh bien, quelle procédure on met en place? Est-ce que vous arrivez à nous présenter cela vraiment très très concrètement, vulgairement pour les téléspectateurs et les auditeurs? Alors concrètement, cette procédure, elle est quand même assez simple, légère. Donc on a un patient qui est atteint d'une maladie incurable, ce qui concerne aujourd'hui à peu près 1 million de patients, enfin plusieurs millions même de patients en France. On dit 1 million, un peu plus d'1 million éligibles selon les différents critères, donc qui correspond aux critères, qui considèrent que sa souffrance est insupportable, ce que notons-le reste assez subjectif et difficilement mesurable pour un soignant. Il va faire sa demande à un médecin. C'est bien dans le cadre de la médecine à chaque fois que cela est pratiqué. Le médecin va ensuite étudier si le patient est éligible, notamment si il a une volonté libre et éclairée, ce qui quand même pose question, hein, dans quelle mesure on peut dire qu'un patient est libre quand il demande la mort alors qu'il souffre. Et puis, notons-le, le médecin n'a pas d'obligation à avoir recours à un psychiatre quand il a un doute sur la question de la liberté du discernement du patient. Ensuite, le médecin doit demander l'avis de 2 autres soignants qui ne connaissent pas forcément le patient, qui ne sont pas obligés de l'examiner, ce qui aussi pose question. Au niveau de la procédure collégiale, dont on nous a beaucoup parlé, en réalité, c'est le médecin seul qui va décider à la fin si le patient est effectivement éligible à cette euthanasie ou à ce suicide assisté. Les 2 autres minimum, c'est minimum 2, ça peut être plus, mais qui devront donner un avis, ne seront là que pour donner un avis en réalité. Ensuite, le médecin doit rendre sa décision sous 15 jours seulement. Et le patient, pour le coup, a 48 heures de réflexion, ce qui a beaucoup suscité de débats. 48 heures de réflexion non compressibles pour demander la mort et le suicide finalement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Donc les pharmaciens, qui, je le rappelle, n'ont pas de clause de conscience, devront préparer la substance létale et la fournir. Et ensuite, le patient choisira dans quel lieu il sera euthanasié. Ça peut être chez lui, ça peut être dans la résidence d'un proche, ça peut être dans n'importe quel établissement de santé. C'est pas obligatoirement dans un établissement de santé ? C'est pas obligatoirement dans un établissement de santé. Ça peut être dans n'importe quel établissement où un professionnel de santé exerce, ce qui est quand même très large. Mais ça peut être à domicile ? Et ça peut être à domicile. Votre voisin peut s'euthanasier près de chez vous, par exemple. Donc c'est très large. Là aussi, quand on compare par rapport aux pays étrangers, on a l'éventail de lieux le plus large. Et notons-le, cet éventail de lieux pourra mener à des dérives financières et commerciales. On le voit déjà au Canada, où les euthanasies sont pratiquées dans des salons mortuaires. Et enfin,
il y a la question aussi des proches, je trouve important, qui ne sont pas forcément informés. Ça dépend du patient. Le patient choisit ou pas d'informer ses proches. Et ensuite, les convie ou pas à l'euthanasie et au suicide assisté. Et là, je tiens à noter quand même la violence que ça peut être pour les proches d'assister et de cautionner finalement en assistant à cet acte, de voir quelqu'un de leur entourage se suicider. Gabriel Cluzel, Bruno Retailleau disait hier, ça n'est pas une loi de fraternité, c'est une loi d'abandon. On est en train d'abandonner les personnes les plus fragiles dans notre société. Oui, c'est vrai qu'on peut se demander par quelle entourloupe sémantique, et ça commence toujours par un combat sémantique, les lois sociétales. On commence par changer les mots. Eh bien, on a pu faire passer ça, donner la mort pour une loi de fraternité. Moi, je crois que ce que Georges a dit est très important. C'est-à-dire que nous sommes le 15 juillet. Je ne connais aucune entreprise qui prend des décisions d'importance le 15 juillet, je vous dis très franchement. Ouais. Dans ma prime jeunesse, j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement. On n'arrivait plus à caser personne à cette date-là parce que le patron disait tout le monde a les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Donc là, on va prendre c'est pas tout à fait l'interdiction des pailles en plastique, nous sommes d'accord. Hein. C'est quand même un sujet énorme. On l'a pris le 15 juillet à toute berzingue et c'est une volonté du gouvernement. C'est lui qui l'a inscrit dans le calendrier du président de la République. Enfin, certains auraient pu démissionner, pardon, hein, parce qu'on a dit qu'il y avait eu une opposition entre le Premier ministre et le président de la République. Mais comme disait Chevènement, un ministre, soit ça ferme sa gueule, soit ça s'en va. Et il est toujours possible de démissionner. Je pense que ça aurait donné du plomb dans l'aile à cette loi. Bon, deuxième point, on dit que c'était une loi consensuelle. On nous a vendu ça. On nous a dit les Français le veulent. Les Français le veulent tellement qu'on leur a pas demandé leur avis. Parce qu'on s'est dit, oulala, le résultat pourrait pas être si terrible que ça. Donc ça, merci le Conseil constitutionnel aussi, qui a trouvé que sociétal, non, ça rentrait pas dans l'article 11, sachant que quand l'article 11 a été fait, le mot sociétal n'existait pas. Il y avait que social. Donc ça, c'est pas inintéressant. Et troisième point, ce délai. Enfin, c'est complètement dingue. 2 jours. J'ai plus de temps pour rendre mon lave-linge si je change d'avis. C'est 2 jours une fois que le médecin généraliste a pris cette décision, a coché toutes les cases pour savoir si son patient était éligible. Et le médecin généraliste, le médecin du moins, a 15 jours pour prendre la décision, 15 jours maximum. Je vais vous remercier, Jeanne Amourousse, infirmière en soins palliatifs. Vous êtes la bienvenue et vous viendrez quand vous voulez pour nous parler justement de ces soins palliatifs sur ce plateau. Et vous serez toujours la bienvenue également, Marie-Lise Pellissier. Et on a essayé de solliciter hier soir des députés qui ont voté pour. Vous imaginez bien, moi je serais ravi. Ils ont tous évidemment une place sur ce plateau pour nous expliquer les raisons pour lesquelles ils ont voté pour cette loi. Et si vous le souhaitez, Marie-Lise ou Jeanne, revenir très prochainement pour débattre avec les personnes qui ont voté pour cette loi, eh bien on va essayer de l'organiser, mais force est de constater qu'on n'a pas reçu de réponse favorable des députés qui ont voté favorablement donc cette loi.